Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 9 des Chaîneurs. Et non, c'est pas Nicolas Richard qui vous parle, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus. Moi aussi, je suis déçu, ça a l'air qu'il y a une job de journaliste à la presse, doit couvrir les Alouettes, mais on a un super invité, un gars que que je connaissais comme presque tout le monde amateur de sport au Québec, Simon Boisvert, Snake, qui est avec nous. Salut Snake. Salut Sacha. Merci d'être là. Quand on a lancé Co-Sport, la chaîne, on était au lancement, puis c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Puis tu as pris la peine de venir nous voir, les gars, j'aimerais ça être invité un jour parce que j'étais un grand fan de foot. Moi, je te connaissais comme expert hockey. Mais ouais, d'où vient ta passion, ton intérêt pour le football? Bien, ça a commencé très jeune parce que moi, j'habitais, quand j'étais tout petit, pas loin de l'Autostade. Ah ouais, OK. Pas loin du pont Victoria, pour ceux qui ne savent pas c'est où. Puis les Alouettes jouaient là au début, avant de déménager au Stade olympique. Et à partir de l'âge de 3 ans, 69, mon père m'amenait. On marchait. Ah ouais. Et après ça, un petit peu plus vieux, vers l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à y aller tout seul. Après ça, ils sont déménagés au Stade olympique. J'ai toujours regardé le football. C'était le sport préféré de mon père. Il allait au Stade McGill dans les années 50. Et le dimanche après-midi, moi, quand j'avais 8, 9, 10 ans, c'était la NFL. T'as-tu une équipe préférée ou t'aimes pas mal? J'ai butiné au fil des ans, mais dans les équipes que j'ai beaucoup aimées, il y a eu les Raiders des années 70. Les Chargers du début des années 80 avec Dan Fouts. Ça, écoute, c'était merveilleux, c'était juste la passe. Après ça, j'ai aimé beaucoup les 49ers de Montana. J'ai aimé les Cowboys de Jimmy Johnson, quand il avait fait son super échange de Joe Walker. J'ai aimé les Colts avec Manning au début des années 2000. Puis les Rams aussi, le Greatest Show on Turf. Mais là, je te dirais que c'est tranquille depuis 15-20 ans. Les Pats ont eu une grosse domination. J'aime bien Tom Brady. Mais je n'étais pas comme le gros super fan des Pats. C'était pas comme Louis, dans le fond. Là. Non, tu gardes une petite gêne. Non, mais c'était correct pour moi qui gagne. Je sais qu'il y en a qui détestaient beaucoup, là. Mais j'ai bien aimé l'année de Tom Brady à Tampa Bay. Mais là, je suis un petit peu orphelin d'équipe. Là, je m'en cherche une. Mais tu sais, quand on se parlait, tu disais... J'ai beaucoup aimé ta réponse. C'était vraiment typique de comment tu fais sur Mathias et le serpent. C'est... Tu amènes des équipes en reconstruction. Oui. Ça, je pense que c'est... Tu Puis disais, au football, les reconstructions existent, mais elles sont plus rapides. Oui. Ou des fois, elles sont très longues. Mais j'en cherche toujours, tu sais. Puis je suis toujours un peu déçu de comment ça progresse. Comme là, tu sais, je regardais les Bears, puis... Tu sais, il y a eu beaucoup quand même de bons choix de première ronde. Puis là, je suis là, ça peut-tu être eux autres? Ça peut-tu être les Giants avec Jackson Dart? Je ne sais pas. Tu sais, je suis comme un peu, comme je t'ai dit, les Pats avec Drake May, c'est vraiment bien, là. On va en parler. On va en parler parce que je sais que ça a fait réagir la semaine passée. Mon top 5, pas mon top 5, mais c'est-à-dire, une des questions que Nick m'avait posées, c'était est-ce que May était le meilleur jeune carrière ou quelque chose de genre? Puis je disais pas encore. Je vais donner un petit hint, là. Si je deviens fan d'une équipe dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ça va probablement être les Pats. OK. Au sport, c'est notamment du hockey, du football, du soccer, du sport de combat et aussi de la business du sport. Et où est-ce qu'on peut retrouver tout ce contenu, Sacha? Il y a une application Co-Sport où tu peux écouter tous ces beaux contenus-là. C'est vraiment intéressant. Il y a le site internet cosport.tv où tu peux aller chercher tous ces contenus. Puis en plus, tes membres, tu as accès à des contenus exclusifs. Puis aussi, il faut s'abonner à la chaîne YouTube. Fait que, il y a plein d'options pour les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. À cause de Drake. C'est bon, mais moi, je l'aime beaucoup aussi. Fait que, comme je disais, Nicolas n'est pas là. On s'ennuie. C'est sûr que ça aurait été le fun qu'il soit là, mais bon, il doit couvrir beaucoup de sport présentement. Les Blue Jays étaient à Toronto pour les Blue Jays. Les Alouettes s'en vont en finale de l'Est. On va en parler tantôt. Bref, beaucoup d'affectations. Le Canadien de Montréal aussi joue ce soir. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, on est mardi quand on enregistre. Puis c'est le NFL Trade Deadline. Je sais que ça fait moins. Il n'y a pas de Trade Center à TSN ou à RDS, mais c'est quand même une grosse journée. Là. Puis en ce moment, alors, quelques minutes avant qu'on arrive en onde, Sauce Gardner a été échangé des Jets aux Colts. On va en reparler, mais il y a Jacoby Myers des Raiders aux Jaguars. Rashid Shaheed qui passe des Saints aux Seahawks, un receveur de passe avec beaucoup de vitesse. Un délié défensif vient d'être échangé des Browns aux Bears. Trixon, un ancien choix de première ronde des Bucks, si je m'abuse. Fait que bref, ça bouge. Fait que je garde mon sel pas loin pour faire mon Bob McKenzie si jamais il y a d'autres nouvelles. Donc, aujourd'hui, comme Nicolas n'est pas là, ça va être moi qui va y aller avec la formule de 2 minutes d'avertissement. On y va. Simon, ça va être toi qui va répondre aux questions. Je vais donner mon opinion ensuite. Fait que, sans plus tarder, on va commencer. La première question. L'avenir de Zach Taylor est en danger avec les Bengals de Cincinnati. Je te dirais, ça fait quand même 6 ans que Zach Taylor est là, puis Cincinnati n'a pas habitude de congédier des entraîneurs à tous les 2 ans.
Bon, le propriétaire étant ce qu'il est, probablement qu'il ne veut pas payer des années de contrat pour un gars qui a congédié. Je pense que le problème des Bengals, en ce moment, il ne peut pas se servir de l'excuse de Joe Burrow qui n'est pas là parce que Joe Flacco joue très, très bien. Le problème, c'est la défensive. Il y a même son porteur de ballon qui a piqué une petite crise dimanche, Chase Brown, à propos de ça. Là, je pense même qu'aujourd'hui, il a dit qu'il réitérait sa confiance envers son coordonnateur défensif. Je pense qu'avant de congédier Taylor, il est possible qu'on lui demande de laisser aller son coordonnateur défensif. Ben, je pense que, écoute, les Bengals, pour moi, tu l'as dit, c'est une équipe qui garde un budget relativement serré. Leur équipe de recruteurs, tu sais, les équipes, normalement, ils ont comme 30, 40 recruteurs. Les Bengals, je pense qu'ils en ont 10. Ouais, même squelettique. Ouais. Vraiment, le lean. Tu parles de la défensive. La ligne offensive aussi, c'est problématique depuis plusieurs années. Il y a une raison pourquoi Joe Burrow est souvent blessé. Oui. Et Chase Brown, pas un mauvais porteur de ballon, mais il faut qu'il y ait un meilleur jeu de course aussi au niveau des Bengals pour réussir. Ils ont quand même Jamar Chase, T. Higgins. Ils ont des vraiment bons outils à l'attaque. Moi, pour répondre à la question, je pense que oui. Parce que à un moment donné, ils vont devoir faire des changements. Comme tu dis, Flacco fait la job pour Joe Burrow. C'est sûr que c'est pas Joe Burrow, mais c'est pas à cause de lui qu'ils ont perdu en fin de semaine. Non. Donc, la défensive a été extrêmement problématique, c'est sûr. Mais est-ce que tu penses que Taylor va quand même finir l'année? Oui. Je pense qu'il va finir l'année. C'est ça. Moi, je pense qu'il va finir l'année. Ouais. Parce que s'il y en a un qui va partir, je pense que c'est le coordonnateur défensif avant. Mais autant que c'est un match bizarre en fin de semaine, parce que pour ceux qui n'ont pas regardé, ils perdaient par 14 points avec 2 minutes à faire. Mm-hmm. Ils ont marqué 15 points en 1 minute et quart pour ensuite finalement perdre sur un... ils ont laissé 50 secondes aux Bears. C'est ça. Excellent. Fait prochaine question. Là, ça, c'est Nicolas qui m'envoie des flèches à son absence. Les Chargers de Los Angeles rateront les éliminatoires. Je suis un grand fan de Justin Herbert. Okay. Probablement un de mes 2 ou 3 quarts préférés. Puis à chaque année, j'espère toujours que les Chargers aillent un peu plus loin. Mais il y a toujours quelque chose qui les empêche. Oui. Là, cette année, la ligne à l'attaque est vraiment... Les blessures. Les blessures. Joe Alt, là, qui... Il est out pour l'année. C'est ça. Oui. Alors là, j'ai regardé le calendrier, puis je me suis dit, ouais, ils ont une bonne fiche, mais il y a les Chiefs qui leur soufflent dans le dos. Oui. Alors, je suis obligé de te dire non, parce que le calendrier est trop difficile. Alors, ils vont peut-être finir à 17, mais à 17, je ne sais pas si ça va être suffisant. Moi, je les ai à 17. Oui. Puis je pense qu'à 17, ils ont chance de gagner parce qu'ils ont gagné leurs 3 matchs de division pour commencer l'année. Ouais. Et je pense que ça va peut-être venir les aider, parce que c'est des matchs à l'intérieur de la division, à l'intérieur de la conférence, mais je ne les vois pas plus que 17. À un moment donné, la ligne à l'attaque, sont rendus là, je ne sais pas où ils trouvent les joueurs, parce que t'as Rashawn Slater, le bloqueur à gauche, qui est out pour l'année, ça on le sait. Joe Alt, bloqueur à droite, qui était bloqueur à gauche en l'absence de Slater, out pour l'année. Leur autre bloqueur à droite, Bobby Hart, blessé. Mekhi Becton, blessé. Leur centre, pas super à la base. Non, c'était leur faiblesse. C'était leur faiblesse. C'est le seul qui est là. Leur porteur de ballon, Hampton, blessé. Je veux dire... Mais avec McClunky, Johnston, la résurrection de Keenan Allen, le nouvel ailier rapproché, c'est sûr que les outils sont là, mais je pense que le match clé va être contre les Jaguars. C'est parce que là, il faut que tu gagnes ces matchs-là. Oui. Tu sais, le prochain match contre les Chiefs, je leur donne pas grand chance. Non. Puis ils vont avoir d'autres matchs difficiles sur le calendrier. Mettons, aller chercher la victoire contre les Jaguars, ça va être important. Oui, parce qu'ils se battent contre eux finalement, peut-être pour le wildcard, la 7e position ou la 6e position. Ouais. Le problème qu'ils ont, même s'ils rentrent en playoff, si Alt ne revient pas, puis si les autres ne reviennent pas... Non, c'est fini. Je veux dire... C'est one and out. Ouais. Fait que c'est une année un peu bizarre. C'est dommage. Oui, c'est dommage, ça a peut-être bien parti, mais Nicolas, il va être content qu'il soit du mal à mon équipe. Bon. Troisième question, avec la nouvelle d'aujourd'hui. Oui. OK. Sauce Gardner, donc demi-défensif par excellence, 25 ans, 2 fois All-Pro, a été échangé il y a quelques minutes aux Colts d'Indianapolis contre 2 choix de première ronde, un en 2026, un en 2027, et un joueur qui, je pense que c'était A.D. Mitchell, le receveur de passe. Oui. Et je voulais savoir ton avis. Trouves-tu que c'est une bonne transaction pour les Jets de New York? Bien, ça dépend toujours de l'angle dans lequel tu te présentes. Sauce Gardner, il n'y avait pas de problème contractuel.
il avait signé une prolongation de contrat, si on peut dire, pour la qualité de joueur qu'il est, qui était raisonnable, 4 ans, 120 millions. Oui. Puis l'affaire avec lui, c'est qu'il est encore jeune. Puis là, les choix des Colts, ben, cette année, ça va être un choix lointain. Est-ce que tu peux trouver un autre Sauce Gardner? Et l'année prochaine, il y a un autre choix. Alors, est-ce qu'on espère que les Colts plantent l'année prochaine, que Daniel Jones était juste un genre de mirage? Je ne sais pas. Mais si tu veux reconstruire, est-ce que nécessairement tu te débarrasses d'un gars de 25 ans? Il y a peut-être un conflit avec la direction, je ne sais pas. C'est quand même une personnalité bien particulière. Là, moi, ça m'a vraiment surpris cet échange-là. Puis je me rappelle, j'ai moins regardé les Jets cette année, je pense que pour des raisons assez évidentes. Évidentes, oui. Mais quand je regardais les années passées, je trouvais que c'était un joueur qui me faisait... pour moi, c'était un shutdown demi-défensif. Là. Un gars, là, un peu comme... Bon, je pense que Patrick Surtain des Broncos est dans une catégorie à lui seul. Oui. Mais pour moi, personnellement, juste en dessous, Sauce Gardner est là. Et c'est un joueur, quand tu repêches en première ronde, pour moi, c'est que tu vises des gars comme Sauce Gardner. Mm-hmm. Donc, quand après ça, tu prends le joueur puis tu l'échanges. Puis en fait, tu as signé une extension, tu l'échanges pour avoir des choix de première ronde. Je comprends que c'est 2 choix, mais pas faire de peine à personne, là, mais si Daniel Jones continue à jouer de même, l'AFC South, il y a des très bonnes chances que ce soit les Colts qui s'établissent là pendant plusieurs années. Ouais. Les Texans sont pas mauvais, mais Indianapolis sont une équipe très complète. Ouais. Donc, ça se peut que ça soit tes choix de 20 et plus loin. Moi, je trouve pas que c'est une bonne transaction pour les Jets. Je trouve que un joueur comme Sauce Gardner, tu trouves pas ça à tous les coins de rue. Je sais que c'est un joueur qui est très pénalisé quand même. Ouais. Ça, il faut voir. Est-ce que c'est en raison de où est-ce qu'il est aux Jets? Est-ce que c'est quelque chose qui va changer avec Indy? Mais moi, mon réflexe premier, c'est que je trouve que les Jets commencent à tourner en rond un peu avec ça. Oui. Personnellement. Prochaine question. Bon, ça, c'est intéressant. Les Bears de Chicago ont finalement bien fait de choisir Colston Loveland au lieu de Tyler Warren au dernier repêchage. 2 ailiers rapprochés, que ça a fait jaser cette sélection-là. Oui, parce qu'il y en a qui avaient Warren avant. Plusieurs. Plusieurs. Ouais. Regarde, ces deux joueurs, je crois, au profil différent. Ouais. Bon, si tu avais posé la question il y a 3 semaines, c'est sûr que Tyler Warren avait eu un début de saison vraiment fulgurant. Ouais. Mais là, Loveland, ça monte. Là. Ouais. Puis en fin de semaine, il a été très bon. Moi, je pense que si tu recherches un gars qui est plus receveur de passes, tu vas prendre Loveland parce qu'il est plus agile. Puis si tu veux un genre de gars qui est plus bloqueur et, comme on dit, les verges après réception, tu vas prendre Warren. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Je suis d'accord avec toi. Puis ça, c'est quelque chose que des fois, les gens... Surtout, on vit dans une société au Québec, c'est très focus hockey. Oui. Tantôt, dans le sujet principal, on va parler un peu des différences entre le recrutement hockey, NFL et tout ça, mais il y a dans le foot, dans les repêchages, il y a beaucoup d'influencés par les schémas offensifs et défensifs des entraîneurs. Et quand j'entends Ben Johnson la semaine passée, quand il a parlé de Colston Loveland, il dit « Moi, je dois trouver des façons d'avoir le ballon parce que je vous dis, on ne s'est pas trompé sur ce choix-là. Ouais. » Puis dans le match en fin de semaine, Cole Kmet s'est blessé et là, Colston Loveland a pris sa place. Mm-hmm. Et Cole Kmet, la façon que son contrat est structuré, il faut aller voir ça là, sur Spotrac, on peut s'amuser. Là. C'est presque une certitude que Cole Kmet, il se fait libérer après la prochaine saison. Après cette saison. Ce qu'on appelle un cap casualty. Ouais. Pour moi, la façon que son contrat est structuré, je serais étonné qu'il le garde plus qu'une saison. Fait que Loveland va devenir un peu le gars principal. Puis avec la performance en fin de semaine, ça a donné beaucoup d'espoir. Je pense que, comme tu dis, c'est une question de préférence dans le schéma, comment il remplit ce rôle-là. Ben oui, un peu comme on a vu une équipe cette semaine avec 4 ailiers rapprochés. Oui. Oui. Tu sais, ils jouaient 13 personnel, oui. alors qu'il y en a d'autres qui jouaient 11 personnel en général. Puis eux autres étaient 13 personnel. Oui. J'ai eu 4 ailiers rapprochés. Dans le temps qu'Anthony Auclair jouait pour les Bucks, c'était ça. Oui, il y avait beaucoup de 13. Écoute, il y a des matchs, tu avais O.J. Howard, Cameron Brate, Anthony Auclair. Puis là, tu avais... c'est pas Stalker, mais tu en avais un autre. Là, Anthony pourrait me le dire, là, mais un autre qui jouait plus un rôle de fullback, qui tight end, H-back un peu, qui arrivait. Je me souviens qu'il y en avait 3, là, c'était évident. Oui. Tu as des équipes, des fois, qui construisent comme ça. Fait, bref, moi, je pense que ça reste que les deux, c'est des très bons choix selon le schéma lequel tu veux jouer. Bon, un qu'on a un peu ramassé dans le podcast à quelques reprises ici. J.J. McCarthy. Ah, OK. Jeune carrière. Est-ce qu'il peut amener les Vikings en éliminatoire? Bien, cette année, non. Parce que je pense que les Vikings, à 4-4, sont trop en retard. Ils ont des gros matchs à jouer. McCarthy a des blessés. Donc, ça demeure quand même
pas une recrue techniquement, mais c'est une recrue dans le sens que, même s'il a été repêché l'année passée, il n'a pas joué. Regarde, mon opinion de McCarty, quand il a été repêché, j'aimais ce gars-là, puis je trouvais injuste qu'il soit repêché si loin. Ah oui, OK. Ah, pour moi, c'était un top 5. OK. Parce que je me disais, le gars, c'est un winner. Puis à Michigan, je me disais, avec Jim Harbaugh, on joue plus au sol, on lui donne pas l'occasion de montrer ses talents de passeur. Fait que je me dis, regardez bien ça dans la NFL avec Jordan Addison, TJ Hawkinson, puis Justin Jefferson. Des 300-400 verges par match. Bon. Là, ce que je vois depuis le début de l'année, je vois un gars qui a quand même du caractère. On l'a vu contre Détroit. Il a compté le toucher, il a fait 2 passes de toucher. Mais tu vois que c'est plus un... il y a un terme pour... C'est pas un journeyman, mais je te dirais, ça va être plus un game manager. Ça va être plus un game manager, ce que beaucoup de gens disaient. Alors, je pense que de ce côté-là, je me suis trompé. C'est plus un game manager que le gars que je voyais faire des 4-5 000 verges par année. Oui, toi, tu le voyais comme... Laissez-le passer, laissez-le aller. Oui. Ouvrez le jeu, ça va partir. C'est ça. Toi, moi, je le voyais un peu plus... Par la passe, il m'inquiétait. Puis je le trouvais même ça trop tôt, top 15, moi, personnellement. J.J. McCarthy. J'étais comme, hey, regarde, je le vois pas. Bon, je suis pas un excellent recruteur de QB, loin de là. Mais moi, j'y crois pas toujours. On dirait que par la passe, il m'inquiète. Je sais qu'il a joué un meilleur match en fin de semaine contre Détroit. Mais moi, je pense pas qu'il va les amener. Je ne pense pas qu'il va les amener en éliminatoire. Et je suis pas convaincu que c'est le carrière comme du futur pour les Vikings. Mais est-ce qu'il pourrait devenir un Alex Smith? Ben oui, mais ça, il faut que tu aies un système offensif. Parce que là, il y a Jefferson, là. Ouais, mais Alex Smith, quand il était, mettons, à Kansas City, y avait-tu un Justin Jefferson? Tu sais, comme un game manager, là, c'est souvent, t'as pas nécessairement des gros outils offensifs puis tu distribues le ballon. Un gars comme Jefferson, t'as envie d'ouvrir. Addison, t'as envie d'ouvrir. T'as besoin d'un Sam Darnold. C'est vrai, il était là. Ça aussi, on va voir là, comment ça se dessine, mais il joue bien, hein, Sam Darnold, cette année. Oui. C'est le fun à voir aller. Bon. La victoire des Panthers contre les Packers prouve que la Caroline peut battre n'importe quelle équipe. Non. Je pense qu'ils ont quoi? Ils ont 2 jeux en haut de diverge par la passe dans toute la partie. C'était pitoyable. Ils sont allés battre Green Bay chez eux. Il y a des surprises dans la NFL, on le sait. Qu'est-ce qu'ils font, les Packers? Il y a eu beaucoup de Survivor Pool qui ont dû être complètement anéantis avec cette défaite-là, les Packers. Ça va pas trop bien pour les Packers depuis quelques semaines, après un début quand même fulgurant. Après 2 semaines, je les voyais gagner le Super Bowl. Oui, c'est ça. T'es pas le seul, là. J'entendais ça beaucoup dans mes amis. Non, la Caroline, moi, je te dirais... ça manque de punch à l'attaque. Il y a McMillan, la recrue, là, qui est bon. Oui. Mais encore là, le calendrier est difficile. Est-ce qu'ils vont réussir à battre les Seahawks? Je pense qu'ils comptent les Seahawks. Enfin, non, ils ne sont pas rendus là. Caroline, pour moi, non. Ils ne sont pas rendus là. Non. Pour moi, c'est une genre d'aberration, cette victoire-là. Ben, on dirait qu'à chaque semaine, regarde, les Cards, hier, ils ont battu les Cowboys. Les Cowboys, c'est pas l'équipe de l'heure, non, mais... Non. Ils ont juste marqué 17 points hier, les Cowboys. Oui. Comme Nicolas est très près d'ailleurs. Nicolas, c'est un grand fan des Cardinals, des Jaguars, toutes les équipes qu'on entend à peine parler, là. C'est le fun, Ils les aiment, là. J'aime ça. Ah, ils les aiment, ça n'a pas d'allure. Les Jaguars, il y a un beau chandail. Ben, c'est ça, toi, c'est ça, hein. Toi, c'est ça. Toi, t'aimes cette couleur-là. C'est bien la seule chose qu'ils ont, les Jaguars, peut-être un beau chandail. Non, mais moi, honnêtement, je pense que les Panthers, écoute, ils étaient dans le bas fond il n'y a pas si longtemps, là. Comme, tout allait mal. De les voir gagner ces matchs-là, c'est le fun. Mais ils ne sont pas encore rendus, mais ils vont dans la bonne direction. Le directeur général, Dan Morgan, en passant, là, une des personnes les plus sympathiques que j'ai rencontrées dans le sport professionnel de toute ma carrière. Tu as des liens avec lui. Ouais, écoute, il était aux Seahawks avant, il était aux Bills, puis quelqu'un qui, peu importe si tu as 20 clients chez eux ou pas de clients chez eux, ou qui t'en rencontre une fois ou 20 fois, il va toujours te saluer, sympathique. Fait que je leur souhaite beaucoup. C'est un gars qui a connu beaucoup de succès aux Panthers, un super joueur. Fait que moi, je suis content pour eux, mais je pense... Ils sont dans la bonne direction, mais ils ne sont pas encore... Non, pas du tout. Mais, pour revenir, le choix de McMillan, ça a été un bon choix. Oui. Certains disaient que c'était un peu trop tôt, il y avait d'autres receveurs. Oui. Mais, honnêtement, jusqu'à date, il produit, puis il produit de façon constante. C'est ça que... En effet. Je trouve bien. Un peu de les Canadiennes, les Alouettes. Est-ce qu'ils vont battre les Tigers? Tu sais, la réponse facile, c'est oui. Davis Alexander ne perd pas. Ça, c'est il vrai, était quand même ébranlé dans la partie.
Il n'a pas l'air à l'aise, mais il a fini le match quand même. Regarde, je vais dire oui. Je pense que oui, les Alouettes, des fois, ils ont tendance à accorder beaucoup de points par la passe. Surtout, on a vu ça contre Winnipeg, qui est revenu de l'arrière. Mais Hamilton a la pire défensive de la Ligue au sol. Est-ce que ça se pourrait que peut-être que le plan de match inclut des jeux au sol, justement pour profiter de ça? Je sais que c'est à Hamilton. On va voir la température qu'il va faire. Ça peut influencer. S'il pleut à verse, ça peut... Regarde, j'ai tendance à dire, à cause de Davis Alexander, oui. Oui, puis moi, je suis d'accord. Je pense que, écoute, jusqu'à preuve du contraire, personne n'est capable de le battre. Ben, c'est ça. Ça va arriver un jour. Ça va arriver, nécessairement. Hamilton, écoute, c'est une équipe qui m'a beaucoup surpris cette année parce qu'ils sont commencés, c'est un peu une reconstruction, eux. Là. Ça a une saison pitoyable l'année passée. Puis là, tout d'un coup, leur directeur général qui est décédé, Ted Gavaya, il a fait du bon travail. Milanovic, c'est un entraîneur très respecté qui a amené beaucoup de structure, qui a ramené Bo Levi Mitchell. Oui, qui a ressuscité cette année. Une autre résurrection. Des équipes comme ça m'inquiètent un peu pour les Alouettes, pour la simple et unique raison qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Avec le décès de Teddy, il y a comme aussi beaucoup de cette volonté que beaucoup de ces joueurs-là sont là grâce à lui. C'est lui qui t'a été chercher. Il a reconstruit l'équipe en février. Fait qu'il a décédé d'un cancer assez agressif que du jour au lendemain, malheureusement. Je vais quand même donner l'avantage aux Alouettes d'un point de vue comme juste sur papier, mais il va y avoir beaucoup d'émotions dans ce match-là. Mais Davis, encore une fois, en fin de semaine, le départ contre Winnipeg, il y a scie et jambes. Je sais qu'à un moment donné, on connaît une passe difficile, puis Winnipeg est revenu, mais ils sont revenus fort. Les Alouettes ont beaucoup d'armes à l'attaque. Ça va être un bon match. Mais pour répondre à ton point, il faut qu'il court le ballon. Il faut que tu cours le ballon. Mets Davis en position de deuxième écho, puis ça va beaucoup aider en effet. La situation. Justement, en parlant de Davis, est-ce que c'est le meilleur carrière de la Ligue canadienne de football? Moi, je dirais que oui. Alors, Mitchell a eu une très bonne saison, puis Mitchell, c'est quand même un gars qui est établi depuis 1000 ans. Nathan Rourke, je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas si c'est son séjour dans la Ligue nationale sur les équipes de réserve qui a ralenti sa progression. Il est encore excellent. Il a eu une bonne saison, mais c'est pas le Nathan Rourke de 2021 ou 2022. Cette saison-là, c'était probablement la saison que j'ai le plus aimé regarder un carrière jouer dans la Ligue canadienne de football. Ben, garde. Je regardais les Lions de la Colombie-Britannique là, à 10 h le soir, puis j'avais des amis qui s'intéressent plus à la NFL qu'à la CFL qui disaient, ce soir, Nathan Rourke joue, il faut regarder ça. C'était du must-see TV. Il était hallucinant. Oui. Puis là, quand il est revenu, ça a été difficile, la réadaptation. Là, cette année, il a une bonne saison. Alors, pour répondre à ta question, oui, pour moi, Davis Alexander, puis je te dis pas ça parce que c'est Montréal, là, parce que les corps de Montréal, je les ai vraiment pas aimés depuis Calvillo, là. Mais lui, Alexander, il a vraiment quelque chose. Puis, tu sais, on le voit. Tous les matchs que les Alouettes ont perdus cette année, ben, ils ne jouent pas. Ben, c'est exact. Puis, il y a aussi une question de la profondeur carrière était peut-être plus... Tu sais, tu avais Fajardo comme remplaçant, comme les Elks avaient. Là, ça aurait peut-être aidé. Tu vois, moi, je vais y aller avec Nathan Rourke. Ah, encore? OK. Puis pas parce que j'aime pas Davis. Pour quelle raison? Il y a plus de matchs joués dans la Ligue, il y a plus d'expérience. Nathan Rourke, je sais que ça a été un peu plus difficile depuis qu'il est revenu de la NFL, mais la fin de saison qu'il connaît à BC, là, on commençait à voir le Nathan Rourke. Ça, c'est vrai. Puis je trouve que la ligne offensive de Montréal est meilleure que celle de BC. Je trouve que c'est une équipe qui est construite un peu de façon particulière. BC, tu as une bonne ligne défensive, ligne offensive à travailler un peu. Je pense que Davis peut certainement se rendre là, mais pour moi, Nathan Rourke, je suis tellement marqué par la saison que j'ai vue cette saison-là que je me rappelle, j'étais comme toi, là. J'écoutais le match à 10 h le soir, pour regarder Mathieu Betts, mais vraiment, là, je le regardais jouer, puis j'étais comme, waouh, il domine sur un terrain canadien. Pas pour rien qu'il y a eu des opportunités NFL après, là. C'est à raison de raison. Puis honnêtement, le quintet de receveurs de passe des Alouettes, c'est vraiment fort. Ben, ceux qui sont ensemble depuis 3-4 ans. Là. Bravo à toute l'équipe de recruteurs des Alouettes. Ah oui. Parce que de trouver ce talent-là, et beaucoup de stabilité. Beaucoup de stabilité, puis une profondeur à receveur. On a eu Pierre-Yves Lavergne ici il y a quelques semaines, puis il nous en parlait, mais à un moment donné, j'aimerais ça qu'il vienne nous parler de comment ça marche concrètement. Tout le scouting de la Ligue canadienne, c'est particulier parce que tu trouves des joueurs qui sont bons, mais qui sont pas assez, ils n'ont pas le niveau pour aller à la NFL, ou ils n'ont pas les mêmes attributs. Mais qui veulent venir. Oui, c'est anyway, Montréal-BC en finale, ça serait formidable. Formidable.
Moi, je pense que ça va être ça. Moi, je pense que BC va finalement traverser Saskatchewan. Je leur souhaite, en tout cas. Je pense qu'ils seraient dû de ça. 2 questions NCAA, Simon, parce que je sais que tu es un grand fan. Oui. Est-ce que les Texas Longhorns vont faire partie des éliminatoires du football universitaire américain? La réponse est non. Ouais. Je vais te dire pourquoi. Ils ont déjà 2 défaites. Alors, même si on choisit 12 équipes, le problème, c'est que les champions de conférence ont priorité. Oui. Fait qu'ils peuvent se retrouver, eux autres, comme 11e, 12e, mais là, à un moment donné, il y a un champion de conférence qui peut passer par-dessus eux, puis ils ont quand même des matchs difficiles. Ils jouent à Georgia et ils jouent à domicile contre Texas A&M. Oui. Est-ce qu'ils vont gagner les 2? Non. Je serais extrêmement étonné. Arch Manning, ça demeure quand même un gars très peu expérimenté, même si c'est sa 3e saison. Il s'est amélioré récemment, mais vraiment, là, ça a été avec tout le hype qu'il y avait eu autour de lui, tout le battage publicitaire qu'on avait fait. Beaucoup de pression pour un jeune. Beaucoup de pression pour un jeune, même s'il a été élevé dans le milieu. Oui. Il en demeure pas moins que, tu sais, ce gars-là, c'est probablement le recruit le plus célèbre de tous les temps. Ben oui. Ouais. Exact. Puis moi, je vais te poser une question pour répondre à la question. C'est un peu drôle comme phrase, mais si c'était pas Archie Manning, le carrière, est-ce qu'on se poserait sérieusement cette question-là en ce moment? Tu sais, dans le sens, je pense qu'on met beaucoup d'importance sur les Texas Longhorns parce qu'il y a Manning à QB. Ouais. Mais pour moi, je m'excuse, mais Georgia, Texas A&M, je pense même pas qu'ils en gagnent un des deux. OK, ils devraient perdre les 2. Moi, je pense qu'ils vont perdre les 2. Ils vont se retrouver à 4 défaites. Fait que moi, je pense qu'on en... Puis c'est une bonne question à se poser, mais il y a beaucoup d'attention médiatique sur Texas. Mais cette année, Manning, il n'est pas encore là. Puis c'est pas une équipe qui est prête nécessairement. Moi, je pense que je le vois comme une année de transition pour Texas. Je te dis, c'est une équipe que je serais vraiment pas étonné que l'année prochaine soit une des meilleures du college football. Puis il va revenir probablement, Manning. Oui. Moi, je pense que oui. S'il revient, avec une année de progression, de développement, je serais vraiment pas surpris qu'il soit une équipe dominante. Mais, pour l'instant, non. Puis, on va en parler, mais Texas A&M sont forts. Il était classé numéro 1, Texas, au début de l'année. Mais oui. Ça, c'est le Manning. Là. C'est l'effet Manning. La fabulation Manning. Puis, il avait fait les demi-finales contre Ohio State. Ils ont perdu contre Ohio State. Il y avait un historique, mais objectivement, cette saison, quand tu regardes ça, je pense que le nom Manning met beaucoup d'attention, mais ils ont gagné en fin de semaine, puis tant mieux. Je pense que tu touches un bon point. Je pense qu'ils sont pas là. Dernière question, college. Texas A&M est vraiment la meilleure équipe du SEC. Regarde, à date, ils ont battu 2 équipes top 20. Oui. Fait que ça, c'est quand même important, parce que moi, les massacres de 60-10 contre des... Non. Contre San Jose State. C'est ça. Les matchs où ces équipes-là se font payer 2 millions pour venir se faire planter, là. J'en accorde pas d'importance. Je pense qu'ils ont quand même... tu sais, le corps Marcel Reed, il a beaucoup progressé depuis l'année passée. C'est un gars qui est un peu... Tu sais, c'est double threat, là. Tu sais, c'est au sol, par la passe. Je te dis pas que c'est Lamar Jackson, là, mais je veux dire, c'est un genre de joueur comme ça. Ils sont allés chercher, si je me trompe pas, 2 bons receveurs de passe via le portail de transfert. Fait que ça a vraiment amélioré l'équipe. Je pense qu'ils sont bien nantis à pas mal toutes les positions. Je pense que oui. Je pense que c'est la meilleure équipe. Okay. Là, ils doivent passer quand même à travers du reste du calendrier, par contre. Bien, c'est ça. Puis je regardais le calendrier, justement, parce que je me disais, qu'est-ce qui reste? T'as Texas A&M à 8 victoires, 0 défaite. Ouais. Alabama à 7 victoires, 1 défaite. Ouais. Puis t'as Ole Miss à 8 victoires, 1 défaite, puis Georgia à 7 victoires, 1 défaite. Ouais. Moi, je suis pas prêt à leur donner le championnat. Je regarde ça. Tu sais, Georgia va avoir... Il leur reste 4 matchs. Mississippi State, Texas, Charlotte, Georgia Tech. Ouais. Ils devraient être capables, selon... Moi, je pense qu'ils vont chercher les 4. Ouais. Après ça, tu as Alabama, que eux, de leur côté, il leur reste LSU, Oklahoma, Eastern Illinois, Auburn. OK. Et pour moi, si Alabama va chercher des victoires contre LSU, Oklahoma, ben on parle quand même de victoires significatives. Oui. C'est ça. Oui. Puis, quand mais Texas A&M avait battu LSU. Exact. Oui. Fait que tu as Texas A&M qui leur reste Missouri, South Carolina, Samford, Texas. Ouais. Moi, honnêtement, je vois encore... Moi, je vois Georgia encore là. Mais il faudrait que Georgia les batte dans le SEC Championship Game. C'est ça. Fait que je te dis pas que ça va finir de même, mais admettons que j'avais un choix d'une équipe en Georgia, série. Toi. Moi, Georgia, je les aime. OK. Georgia, je les aime. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu dans cette équipe-là. Ouais. Dans un match, en play-off, là, j'ai hâte de voir. Mais pour répondre à la question, aujourd'hui, c'est dur à dire que Texas A&M n'est pas la meilleure équipe
en date d'aujourd'hui dans les SEC. OK. C'est bon. Merci, Simon. Hey, super. J'espère que tu as aimé ta première J'adore apparition ça. à le 2 minutes d'avertissement. Fait que, d'habitude, là, quand on va procéder avec le segment mise au jeu. Fait que segment mise au jeu, j'ai une fiche extraordinaire ces temps-ci. Ça va super bien. Je pense que si les gens ils me suivent, ils sont sûrs d'en gagner un peu puis d'en perdre un peu. Depuis le début, c'est un peu ça. Donc, cette semaine, la même, disons, formule que d'habitude. J'y vais avec un favori, un upset. Je vais commencer avec mon upset de la semaine. En date de mardi, les Rams sont favoris de 3,5 points sur la route à San Francisco. Oui. Moi, je vais aller avec San Francisco. Que je pense qu'ils vont... Moi, je pense qu'ils gagnent contre les Rams. Ou ils vont perdre par 3 points en date d'aujourd'hui. Fait que ça, pour moi, je trouve que San Fran, écoute, CMC, quand il joue bien, là, il est dur à arrêter. Ouais. Est-ce que Purdy va revenir? Pas sûr, mais Mac Jones fait le travail. J'ai quand même une bonne dose de confiance qu'ils peuvent gagner ce match-là à la maison. Je pense que c'est quelque chose qui pour moi, est très réalisable. Et on en a parlé tantôt. Je vais y aller avec la Caroline, qui accueille la Nouvelle-Orléans. Ah, OK. OK? Ouais. Caroline, favori par 5,5 points. Ouais. Avec une belle victoire contre Green Bay, je pense qu'il y a un momentum qui peut se créer. C'est une belle cote. Ouais. Considérant que Nouvelle-Orléans est vraiment probablement une des 2-3 pires équipes de la Ligue. Puis ils viennent d'échanger Shahid. Oui. Il y a-tu d'autres échanges qui ont été faits? On va regarder pendant que je fais ça. Mais je pense que vraiment, là, les Panthers, on en parlait tantôt, sont pas prêts à faire les séries. Ils ne peuvent pas n'importe qui, mais je pense qu'un match comme ça peut donner beaucoup de momentum là, à une équipe. Donc, moi, ça serait ça mes deux choix. OK. Pour le segment mise au jeu. Merci d'ailleurs à Mise au jeu qui nous supporte dans le balado. C'est super d'avoir cet appui-là à notre première année. Donc, voilà. Puis, donc, pour ceux, là, la première partie, le premier segment de l'émission est terminé. Ceux qui veulent continuer à nous écouter, bien, vous vous rendez sur code-sport.tv où est-ce que vous pouvez avoir accès à nos contenus. On va parler dans le prochain segment un peu, j'aimerais ça avoir ton point de vue sur toi qui aimes les reconstructions puis qui es un expert au niveau hockey, des repêchages et du recrutement et de l'analyse d'espoir. Les différences entre le recrutement de la NFL et de la Ligue nationale de hockey. Tu as un sport où est-ce que tu repêches un joueur dans la NFL puis il joue tout de suite. Tu as un sport dans la Ligue nationale de hockey que si tu le vois d'ici 3 ans, tu es chanceux. Fait on va parler un peu de ça. On va faire notre top 5. Aujourd'hui, on fait notre top 5 des meilleurs QB repêchés depuis 2023. 3 ans de repêchage. 3 ans de repêchage. Ouais. Fait que draft year 2023, 2024, 2025. Et on va finir avec nos prédictions. Fait que si vous voulez continuer à écouter, rendez-vous sur code-sport.tv. Pour ceux qui ne veulent pas, ben, pas de problème. Puis merci de nous avoir écoutés pour le premier segment.